Salut tout le monde. Si je vous demande de penser à une voiture de sport des années 50, je suis sûr que vous allez tout de suite avoir en tête une petite anglaise du genre Austin Healey ou Jaguar XK120. Ou alors, si vous préférez les américaines, une Corvette C1, voire même un petit hot rod. Et si pour une fois on sortait un peu des sentiers battus et qu'on allait plutôt voir ce qui se passe à l'Est? Parce que si je vous dis Gaz Pobeda ou ZIL, je suis sûr que ça ne vous inspire pas grand chose. Et pourtant, c'est bien des sportives russes d'après-guerre dont on va parler aujourd'hui, et forcément, vous allez voir qu'il y a de l'aéro là-dedans. Alors avant de commencer, vous connaissez la manœuvre, 2 petits clics, et c'est parti! C'est vrai que quand on parle de voitures, les constructeurs russes sont loin d'être en tête de liste. Pourtant, comme toute grande nation, la Russie a aussi droit à son histoire automobile. Après la révolution russe qui a permis la création de l'Union soviétique en décembre 1922, Staline se rend compte du retard technologique de son pays et décide de lancer un grand plan pour mécaniser la Russie et rattraper son retard. Et plutôt que de perdre du temps et des ressources à tout reprendre depuis le début, c'est paradoxalement vers les États-Unis qu'ils vont se tourner pour développer leur industrie automobile. En 1929, les Russes vont donc tout simplement signer un accord avec Ford pour fabriquer des voitures sous licence. Ford va donc construire une première usine à Nizhny Novgorod, d'où vont sortir des modèles A. Mais à partir de ce moment-là, ce sont de véritables clones des Ford qui vont sortir des usines concurrentes. Et c'est comme ça par exemple qu'on verra sortir des usines gaz, à la Gaz modèle A inspirée de la Ford modèle A. Et oui, en plus de copier le style, ils se sont même pas fait chier à lui trouver un autre nom. Viendra ensuite la Gaz M1, qui elle sera inspirée de la Ford Model B, mais cette fois au moins ils auront fait l'effort de lui trouver une autre dénomination. Mais forcément, quand on met sur le marché tout un tas de voitures, on a toujours des gars qui finissent par avoir envie de se tirer la bourre pour savoir qui est la plus grosse. Et pour ça, les Russes ils ne sont pas différents des autres. Et si vous croyez encore qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'on trouve des hot rods, je vais vous montrer à quel point vous vous trompez. Parce qu'en 1938, ce sont les Russes qui vont sortir la Gaz GL1 les premiers. Celle qui est parfois considérée comme le premier hot rod du monde, rien que ça, est en fait une réaction à une victoire en course de vitesse établie en Russie. Dans les années 30, faute de circuits dignes de ce nom, les Russes organisaient des courses en ligne où les bolides devaient atteindre leur vitesse max sur un run de 1 km. Et c'est lors d'une de ces courses que le pilote d'avion Mikhail Groumov va remporter la victoire avec une pointe à 141 km/h, ratant de peu de battre le record de vitesse nationale. Seul ombre au tableau, c'est au volant d'une voiture américaine qu'il va gagner la course. Et même pas avec une voiture spécialement préparée, non, avec une Cord 812 de série. Et ça, forcément, ça n'a pas du tout plu aux autorités, qui étaient bien conscientes en plus que c'était loin d'être la voiture la plus rapide de la production américaine. Et il était hors de question de laisser une bagnole US venir marcher sur leur plate-bande. Ils vont donc confier aux ingénieurs de chez Gaz la mission de développer leur propre voiture de record. Et pour y arriver, ils vont se servir d'une Gaz M1 comme base de départ. Évidemment, pour alléger la bestiole, ils vont commencer par enlever tout ce qui dépasse et qui ne sert à rien, et gagner en aérodynamique, parce que côté moteur, on est loin des V8 américains. Les Russes vont devoir se contenter de leur 4 cylindres 3,3 litres de 50 chevaux seulement. Et après quelques modifications, ils vont quand même réussir à le pousser à 65 chevaux. Et en octobre 1938, Arkady Nikolaev va réussir à battre de justesse le record de vitesse de pointe de 148 km/h. Mais bien sûr, ça reste encore beaucoup trop juste, alors ils vont retourner à la planche à dessin et revenir un peu plus tard avec un deuxième prototype. Cette fois-ci, ils vont rajouter un toit en forme de goutte d'eau au-dessus du pilote, remplacer la boîte de vitesse et changer le moteur pour passer du 4 cylindres de 65 chevaux à un 6 cylindres en ligne de 3,5 litres qui lui sortait 100 chevaux. Et en septembre 1940, ils vont pulvériser leur ancien record avec une pointe à 162 km/h. Malheureusement, dans ces années-là, on était plus tenté de fabriquer des chars et des avions que des voitures de sport, et les 2 protos vont finalement être détruits dans leur garage lors d'un bombardement pendant le conflit. Mais une fois la paix revenue, il va y avoir tout un tas de petits gars qui vont revenir au pays, avec pour certains dans leur bagage des voitures de sport comme butin de guerre. Et comme il ne faut pas changer les bonnes habitudes, on va vite recommencer à se tirer la bourre. Mais encore une fois, les voitures de l'Ouest vont mettre raclée sur raclée aux Russes, et une fois encore, ça ne va pas plaire à Staline. Oui, lui il ne comprenait pas pourquoi l'industrie russe, toute puissante, qui avait permis de battre le petit moustachu tout vénère, n'était même pas foutu de gagner sur les circuits. Alors plutôt que de perdre son temps à encore une fois se lancer dans des recherches en développement compliquées et coûteuses, il va tout simplement interdire l'utilisation des véhicules non russes dès 1948. Et pour se justifier, il va prendre comme prétexte un accident provoqué par une auto-union allemande. Oui, c'est tellement plus simple de supprimer la concurrence plutôt que d'essayer de faire mieux qu'elle. Et du coup, les pilotes vont devoir faire avec ce qu'il leur reste, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. À cette époque, une des voitures qu'on trouvait le plus sur le marché, c'était la Gaz M20, autrement appelée Pobeda, ce qui veut dire victoire en russe. Normal pour une voiture développée après la victoire sur l'Allemagne,
Même si cette fois-ci, eh bien, c'est une Opel Capitan, donc une allemande qu'ils ont pompée. Mais la Pobeda avait au moins le mérite d'être la première voiture russe moderne, équipée de clignotants, d'essuie-glaces électriques, de 4 freins à commande hydraulique et même d'une radio. C'est donc sur cette base que des clubs vont devoir bricoler leur voiture de course, en général en se contentant encore une fois d'alléger la caisse, car côté motorisation et pièces de performance, passez votre chemin bande de gueux, y a rien à voir. Mais à la maison mère de Gaz, ils vont décider de développer une vraie voiture de course, et en 1950, ils vont confier le projet à Alexei Smolin. Smolin, c'était pas un débutant, c'était juste l'ancien directeur de l'usine d'avions N21 de Gorky, et il était spécialisé dans l'aérodynamique et la conception d'hélices. Il avait entre autres développé le G23 à moteur de voiture, des hydravions et cette sorte de motoneige propulsée par une hélice d'avion. Bref, il maîtrisait le sujet. Il va donc lui aussi utiliser comme base une M20 Pobeda, mais avec un traitement beaucoup plus radical, puisqu'il va rabaisser le toit de 160 mm, rajouter des carénages à l'avant et à l'arrière pour lui donner une forme beaucoup plus profilée et l'alléger en utilisant le duraluminium. Et si vous vous demandez ce que c'est que le duraluminium, eh bien c'est un alliage à la fois solide et très léger, composé d'aluminium, de cuivre et de manganèse utilisé dans l'aviation et l'aérospatiale. Côté moteur, le premier proto recevra le bloc d'origine à arbre à cames latéral, réalisé à 2,5 litres et équipé de 2 carbus. Mais avec ses 5,60 m de long et 1,2 tonne à la pesée pour 75 chevaux seulement, plafonné à 167 km/h. Pourtant, ça ne va pas l'empêcher de remporter quand même le championnat national en 1950, et elle battra même les records sur 50, 100 et 300 km avec des vitesses moyennes proches des 160 km/h. Les protos suivants, eux, testeront différentes configurations, avec des blocs alu, des simples carbus double corps, et même des compresseurs qui permettront d'atteindre 105 chevaux et 190 km/h. Et sur les 5 protos produits, il y aura quand même une version Roadster. Alors difficile d'avoir beaucoup plus d'infos sur ces modèles et leur palmarès, mais on sait tout de même qu'elles ont encore remporté les championnats nationaux en 55 et 56. Mais Smolin, lui, il avait de la suite dans les idées, et il n'avait pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Il va donc proposer une nouvelle évolution de sa sportive, complètement recarénée, pour pousser l'aérodynamique jusqu'à son paroxysme. Plus basse, plus longue, plus profilée, mais aussi plus lourde, la SG2 Torpedo va donc explorer le design lenticulaire très en vogue à l'époque, et qu'on retrouvera même de notre côté du mur sur la Jaguar Type E ou sur l'Alfa Disco Volante. Mais elle aussi, équipée du moteur 2,5 litres à compresseur de 105 chevaux et d'une boîte à seulement 3 vitesses, elle ne gagnera finalement rien en performance, et a priori, elle ne sera peut-être même pas non plus engagée en compétition. En tout cas, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Mais si améliorer l'aérodynamique ne suffit pas à gagner en performance, il va falloir aller voir du côté motorisation maintenant. Alors sur la SG3, Smolin ne va pas faire dans la demi-mesure. Dans les années 50, on rentre en plein dans l'ère de l'aviation à réaction, et les Russes viennent de sortir leur nouveau chasseur, le MiG-17, qui flirte avec la vitesse du son. Alors tout naturellement, Smolin s'est dit que de mettre un réacteur de 1000 chevaux et 3 tonnes de poussée de MiG-17 dans une de ses voitures, ce serait sûrement le meilleur moyen d'en faire battre le Riquin, qui détenait le record de vitesse avec 635 km/h. Et les Russes, ils ont de l'ambition, et avec la SG3, ils visaient carrément les 1000 km/h. Mais avant d'y arriver, ils allaient d'abord devoir régler quelques petits problèmes. Alors comme pour un avion de chasse, ils vont concevoir autour du réacteur un fuselage en duraluminium, et ils vont utiliser des roues de chasseur MiG-15 pour espérer tenir la route. Enfin, ils vont se rendre sur une piste d'aviation pour avoir la plus grande ligne droite possible pour le premier test. La suite des tests devant se poursuivre plus tard sur le lac Salé, un peu comme sur le lac Salé de Bonneville aux États-Unis, en cas d'essai concluant. En novembre 1954, donc, le pilote automobile soviétique Mikhail Metelev arrive sur la piste de l'aérodrome militaire de Gorky à Nijni Novgorod et se prépare pour la course. Par précaution, les ingénieurs lui ont ordonné de ne pas dépasser les 300 km/h lors du premier tour d'essai, car c'était la vitesse de décollage des avions, et ils étaient à peu près sûrs au moins que comme ça, les pneus y tiendraient le coup. Mais en dépit des mesures de sécurité, le tout premier run va tourner au fiasco. La voiture va subir un accident majeur qui signera la fin définitive de l'aventure. Heureusement pour lui, le pilote n'a subi qu'une blessure mineure, une fracture de l'orteil. La voiture quant à elle ne sera jamais reconstruite, et ses restes vont quand même être conservés à l'état d'épave. Son épave est aujourd'hui exposée au musée automobile Gaz à Gorky. Malgré cet échec, il faut tout de même rendre hommage à Alexis Smolin et à toute son équipe, car ils ont été les premiers à défricher le petit monde de la voiture à réaction. Et il faudra encore attendre 11 ans avant de voir leur objectif de 1000 km/h presque atteint. Mais le record, lui, ne sera pas atteint par un Russe, mais bien par un pilote américain, Greg Breedlove, qui propulsera son Spirit of America à la vitesse de 966 km/h grâce à son moteur General Electric J79 de chasseur F4 Phantom. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je sais que certains l'attendaient déjà vu qu'elle avait été un petit peu teasée dans une précédente. Bien sûr, ici je n'ai fait qu'effleurer le sujet des sportives russes et il y a sûrement beaucoup plus de choses à raconter. Mais j'avoue que c'est vraiment très difficile de trouver de la doc à ce sujet, vous vous doutez bien pourquoi. Mais bon, si je trouve de la matière, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo.
Alors pour être sûr de ne pas la rater, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve ici pour parler bientôt encore et toujours auto et aéro. Tchuss!